Est-ce qu'on commencerait pas par se présenter mutuellement Si. parce que du coup, peut-être qu'il y en a qui me connaissent pas et il y en a qui te connaissent pas aussi sur mon compte. Donc je te laisse te présenter et après on va présenter un petit peu de quoi on va parler, même si j'ai mis Ouais. un petit rappel. Je pense que tout le monde sait un petit peu le sujet. Ok. Voilà. Bah, moi, c'est Océane. Je suis à la base, je suis vétérinaire, donc je suis diplômée vétérinaire depuis 2011. Puis j'ai fait aussi une thèse en virologie, donc un PhD pour ceux qui connaissent, de 4 ans après mon doctorat en médecine vétérinaire. Je suis ensuite partie en postdoc aux États-Unis. J'ai fait 2 postdocs, donc 2 fois 2 ans, donc 4 ans, en virologie humaine, dans des universités américaines à Los Angeles. Et depuis 1 an, je travaille dans la recherche privée, je développe des vecteurs viraux pour la thérapie génique. Voilà, pour le background, c'est ça. Et je suis toujours en Californie, c'est pour ça qu'il fait jour. Voilà, oui, c'est ça. Donc on peut dire effectivement que la virologie, c'est plutôt ton domaine. On peut dire ça comme ça, je pense. Un petit peu. Ça fait quelques années que j'étudie les virus, on va dire. Voilà. Et moi, bah, du coup, c'est Jérémy. Moi, je suis infirmier de formation, actuellement en master en spécialisation en anesthésie. Du coup, je m'entoure de Océane parce que même si j'ai fait des études dans le domaine médical, la virologie, c'est un sujet qui est très touchy en ce moment et je pense qu'il faut s'entourer de personnes qui ont vraiment les bonnes connaissances et pas essayer de faire de l'à peu près. Je pense que vraiment en ce moment, la dernière chose qu'il faut faire, c'est de l'à peu près. Donc là, justement, c'est un peu ce qu'on a beaucoup discuté en off et on s'est dit que bah, justement ce soir, on va parler de sujets vraiment, on va parler médical, on va parler science, on va pas parler politique. On va vraiment faire, voilà, on va pas du tout aborder, vous entendrez pas parler du pass sanitaire aujourd'hui, vous entendrez, nous on est vraiment là pour s'intéresser, on est 2 passionnés par la science et nous, on veut vraiment partir de la science et tout ce qu'on va dire aujourd'hui est basé sur des études qui sont accessibles déjà dans les différents posts d'Océane et qu'on peut facilement retrouver sur internet. Donc on va pas partir dans des théories, on va vraiment partir de ce qu'on sait à l'heure actuelle en juin 2021 dans le monde, parce que c'est vraiment maintenant l'avantage dans cette crise, c'est que c'est des études qui ont été vraiment menées avec tous les pays et ça a été quelque chose aussi d'assez positif, cette mise en commun des connaissances qui est un peu historique, hein, si je ne m'abuse. Et on va partir... Et la rapidité surtout. Oui. À laquelle ça publie, tous les jours il y a de nouvelles études qui sortent en préprint ou... Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Ouais. Et donc du coup on a fait un petit listing de questions qui reviennent régulièrement sur la vaccination, sur les peurs qu'il y a par rapport à la vaccination, les interrogations, etc. Donc on va aborder ces questions-là au fur et à mesure et après on pourra répondre à des questions dans le chat. Comme on a dit, je pense qu'on se fait une petite vue que là on est vraiment en mode c'est un live posé, chill, etc. Ouais. On se met d'accord tout de suite sur le fait qu'on ne répondra pas à des questions de personnes anti-vax par exemple, ce genre de choses. On va vraiment rester factuel et sur des choses qu'on peut répondre. On sait que dans nos communautés on a des personnes qui se posent plein de questions, donc on est là pour répondre à ces personnes là et pour essayer de mettre en lumière certaines choses, mais on se battra pas contre l'imbattable, on va dire. Donc voilà, on va vraiment rester tout le long hyper vraiment, le mot c'est chill de ce live. Donc, factuel et chill, ouais, on n'est pas prise de tête, je crois, toi comme moi. Hein. Non, pas du tout. On n'est pas là pour faire des polémiques, on s'en fout en fait. On commence, est-ce qu'on reviendrait pas tout simplement... Déjà, moi c'est pas mon domaine d'expertise, mais je peux juste introduire en présentant ce que c'est le vaccin à ARN, et après on ira sur des questions plus spécifiques, parce qu'il y a une question qui revient, je trouve régulièrement, en tout cas dans des argumentations qui peuvent semer le doute, etc. C'est cette peur que le vaccin à ARN messager soit une thérapie génique. Et en fait, ça, c'est quelque chose où, pour le coup, je n'ai pas besoin d'avoir fait de la recherche pour ça, parce que c'est de la biologie, en fait, assez basique, au final, qu'on apprend. Moi, c'est une notion que j'avais déjà abordée en terminale, c'est-à-dire que on a notre ADN, donc notre génotype qui est présent à l'intérieur du noyau des cellules. Donc, la cellule, il y a 2 compartiments, il y a les noyaux et il y a le cytoplasme, donc, qui est autour du noyau. Et notre ADN, notre patrimoine génétique est présent à l'intérieur du noyau uniquement. Et en fait, l'ARN messager, pourquoi on dit que c'est un messager ? C'est parce que c'est lui qui va faire l'intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme, parce qu'en fait, l'ADN ne va pas quitter le noyau, mais va bien falloir qu'on utilise les informations présentes dans l'ADN. Et donc, en fait, pour ça, il y a l'ARN messager que moi, je compare un petit peu à des plans et des photos, en fait, de l'ADN. Ou un fax, moi je dis un fax souvent. Ouais, un fax, oui, voilà, bah, très bien, on utilise à peu près la même chose. Et après, on met dans la broyeuse, tu sais.
Exact, oui, bah c'est ça. Moi, j'utilise, en fait, je dis que c'est des plans, et en fait, ces plans-là, ils vont sortir du noyau pour être amenés dans les usines à protéines, donc qui sont les ribosomes. Et en fait, cet ARN messager va uniquement servir à copier de l'information de l'ADN, le livrer aux usines des protéines que sont les ribosomes. Les ribosomes vont synthétiser des protéines à partir de ces plans. Et en fait, l'ARN, sa mission s'arrête là et ne va pas retourner dans le noyau. C'est vraiment un passage unique. Le seul but de l'ARN, c'est d'avoir cette fonction de plan pour synthétiser des protéines. Donc en fait, on est tous fait pareil au niveau biologique. Et ça, l'ARN messager n'a pas été inventé il y a 30 ans. Hein. Ça a été inventé depuis qu'un être vivant existe. Et c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que c'est un passage unique, c'est à sens unique, c'est vraiment l'ARN ne peut pas rentrer. Et contrairement à des théories qu'on peut voir beaucoup sur que dans certains cas, l'ARN pourrait retourner effectivement dans le noyau et modifier l'ADN, mais ce qui n'est pas le cas en tout cas de l'ARN messager, et l'ARN messager utilisé dans le vaccin de Pfizer, et ça pour le coup... Il est en sens unique. Voilà. Il y a des règles auxquelles on ne peut pas déroger, même nous humains, même si on voulait le créer. En fait, si on voulait modifier l'ADN, on ne pourrait pas le faire via de l'ARN messager comme ça. Non, pas tout seul, sans rien d'autre, non. Voilà. Ça te va comme... C'est ça, c'est très bien résumé. Et je rajouterais juste que l'ARN messager, c'est pas une structure qui est donc inconnue pour votre corps. C'est que vous en produisez des millions, des milliards chaque minute dans vos cellules. Donc faut pas voir ça comme un truc vraiment étranger que votre corps ne sait pas reconnaître. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a utilisé cette technologie pour les vaccins. C'est parce que votre corps est très, très capable, vos cellules sont très capables de le prendre en charge, de traduire cet ARN messager en protéines via vos ribosomes et ensuite de le détruire très rapidement. Il fait pas long feu, hein, il reste pas plus de quelques heures. La destruction est très rapide, d'ailleurs c'est hyper fragile comme structure. C'est pour ça que ça a été difficile de mettre des vaccins, ils sont en développement depuis très longtemps, mais ça a été compliqué de développer une technologie sur base d'ARN messager qui soit efficace, parce qu'en fait ils étaient dégradés beaucoup trop rapidement. Ils n'avaient pas le temps de faire effet. Et c'est d'où aussi la notion, parce qu'en plus je vois la question qui arrive, la protéine qui englobe, parce qu'effectivement, parce que tout de suite on a parlé de nanotechnologie, en fait la nanotechnologie c'est dès que c'est dans l'échelle nano, donc c'est tout petit, et en fait effectivement cet ARN messager, il a fallu l'envelopper, donc dans un liposome je crois de mémoire. On appelle ça une nano, c'est une capsule de lipides en fait, c'est du gras tout simplement, et c'est tout simplement parce que l'ARN messager, si on l'injecte tout seul, tout nu, il n'arrivera pas à rentrer dans les cellules parce que la membrane cellulaire va le bloquer. Et aussi, déjà, de 1, il va être dégradé beaucoup trop rapidement, donc c'est pour le protéger. Et de 2, c'est pour qu'il puisse facilement traverser les membranes cellulaires et pouvoir aller être traduit en protéines. Parce que s'il ne rentre pas dans les cellules, il aura zéro effet. La protéine SPAC ne sera jamais exprimée. Et donc, c'est ce que je dis toujours, c'est un peu comme l'huile et l'eau. Si vous mettez de l'eau avec de l'huile, elle ne va pas se mélanger. Mais si vous mettez de l'huile avec de l'huile, là, ça va se mélanger, il va pouvoir traverser. C'est vraiment un véhicule, quoi. C'est ce qui permet de passer. Et nanoparticule veut juste dire taille de l'ordre du nanomètre. Ça ne veut pas dire qu'il y a des puces 5G dedans ou des trucs... Sachant que les lysosomes, c'est ce que j'avais dit quand j'avais fait la toute première vidéo en décembre, c'est qu'en fait, cette technologie est un peu utilisée en cosmétique depuis des années, ce principe d'encapsulage comme ça. Il y avait justement, j'avais vu plein des articles là-dessus, et qu'en fait, c'est quelque chose qu'on connaît et que tout le monde utilise au quotidien, et que ça n'avait pas inquiété jusqu'à maintenant, en fait. Ah oui, non, c'est sûr. Mais c'est le mot nanotechnologie, effectivement. Le mot nano a fait très peur, alors qu'en fait, c'est juste un ordre de grandeur. C'est juste... c'est tout. Il y a des nanoparticules c'est la matière de nanoparticules peut varier. Il y a des nanoparticules dans l'air, mais ça ne donne pas une idée de la qualité de ce qu'il y a dedans, en fait, tout simplement. C'est juste un ordre de grandeur. Oui, liposome, je me suis garé. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur la première question qui revient, je trouve, le plus souvent, c'est cette fameuse... est-ce que le vaccin a été développé trop vite, et surtout pourquoi on peut dire que non, il n'a pas été développé trop vite, sur quoi on peut s'appuyer pour dire ça, parce que c'est quelque chose qu'on vient souvent, qu'on n'a pas de recul, qu'il a été développé dans l'urgence, que normalement une AMM, ça aussi c'est des choses qui reviennent souvent, que normalement c'est 10 ans, un vaccin c'est 10 ans pour produire. Comment on peut répondre à ça et rassurer en fait face à cette question-là assez simplement? Alors déjà il y avait urgence, effectivement, il a été produit dans l'urgence, ça c'est sûr. Après, l'urgence ne veut pas dire que tout ce qui est normes de sécurité ont été complètement bypassées, hein. Au contraire, tout a été vraiment respecté dans le protocole.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie ARN messager vaccinale, elle est en développement depuis plus de 15 ans. C'est pas un truc qu'on a inventé en 2020. S'il y avait déjà des essais cliniques qui étaient en cours depuis 2009 pour traiter des cancers, il y avait des essais cliniques en cours pour d'autres maladies virales comme Zika, etc. Donc c'était déjà des trucs qui avaient déjà été injectés à des humains. Hein. C'est pas des trucs qu'on a inventés en mars 2020 quand la pandémie était déclarée pandémie. Donc ça, c'est vraiment, on a toute l'accumulation de données, d'études scientifiques qui sont faites depuis des décennies. Donc c'est vraiment pas récent, quoi, tout simplement, comme plateforme. C'est vrai qu'il n'y en a pas qui ont été mis sur le marché, ça c'est sûr, mais il y avait surtout c'était pas trop un souci de sécurité, c'était vraiment un souci plutôt d'efficacité. Comme j'ai expliqué, l'ARN messager c'est hyper fragile, ça dure pas longtemps dans le corps, et il faut trouver le bon dosage, la bonne façon de l'envelopper dans cette particule, par exemple, pour qu'il soit protégé et qu'il ait le temps d'aller avoir un effet, quoi. Parce que si un vaccin n'a pas d'effet, ne confère aucune efficacité, alors il n'y a aucun intérêt de le mettre sur le marché. Voilà. Après, deuxièmement, avant que vous ayez entendu que le Covid est une pandémie en mars 2020, la séquence de l'ARN du virus a été publiée en janvier 2020. Donc en janvier 2020, il y a déjà des labos qui bossaient sur un vaccin, avant même que ce soit une pandémie. Et les premiers essais cliniques, le premier essai clinique de Moderna a démarré en mars 2020. Donc vraiment au moment où la pandémie a déclaré une pandémie. La phase 1 a démarré en mars 2020. Donc il faut vraiment, on n'a pas attendu juillet 2020 pour se bouger du côté scientifique, en tout cas pour développer ça. Après, il y a effectivement un gros facteur qui a joué, c'est les moyens mis en œuvre, donc tout ce qui est au niveau argent, hein. C'est le nerf de la guerre en recherche. Hein. Si on n'a pas d'argent, on peut pas faire d'études. Et là, comme ça touchait le monde entier, évidemment, il y a eu des fonds privés, des fonds publics, il y a vraiment eu un énorme apport d'argent. L'argent n'a jamais été un souci. On ne s'est pas posé la question est-ce qu'on va en phase 2, est-ce qu'on va en phase 3, on y va, point. On fonce, c'est tout. Donc voilà, et puis après il y a un autre truc, c'est le rolling review. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, Jérém, mais le rolling review, c'est que en fait tout ce qui est agence du médicament, que ce soit la FDA ou l'EMA en Europe, en fait au lieu d'attendre que tous les essais cliniques soient terminés pour faire la review des data et de voir et tout, ils ont mis en place ce qu'on appelle le rolling review. Donc toutes les 2 semaines ou tous les X semaines ils se réunissaient et ils faisaient le point sur les données des essais cliniques en cours pour pas perdre de temps, pour que quand les essais cliniques étaient terminés, et ben direct on aille à la phase approbation d'urgence, je sais pas comment on dit, j'ai toujours les mots en anglais qui arrivent, mais je crois que c'est de l'AMM conditionnel qu'on dit en Europe, et pas perdre de temps pour pas que ça prenne, parce qu'en fait la paperasse et tout ce qui est review de données, ça prend des mois et des mois, voire pas des années quand c'est des processus normaux. Donc voilà, il y a aucun, mais tout a été, enfin si vous lisez les rapports de l'EMA, les rapports de la FDA, il y a aucun, il y a vraiment, on n'a pas tronqué sur la sécurité, on n'a pas tronqué sur les preuves, on n'a pas demandé. Alors le seul truc, effectivement, c'est pour ça que c'est une autorisation conditionnelle, c'est parce qu'on n'a pas au niveau, donc la législation, au niveau de la législation, en tout cas pour la FDA, je sais pas trop pour l'EMA exactement. Pour avoir une AMM conditionnelle, il faut 2 mois de données sur le long terme des essais cliniques. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu une autorisation d'urgence. Et pour la full approval, là, donc la AMM standard, il faut 6 mois de data. Et d'ailleurs, Pfizer les a maintenant parce qu'ils ont appliqué auprès de la FDA en juin, je crois, ou en mai, pour la full approval. Donc c'est vraiment... c'est juste une question de, voilà, c'est codifié, hein, c'est pas, oh oui, tiens, toi t'as l'AMM, toi t'as pas l'AMM, c'est vraiment, il faut apporter des données tout le temps et prouver que le bénéfice est supérieur au risque en permanence. Ce qu'il disait aussi, j'avais vu justement quelque chose, mais même il y a plusieurs mois, c'est qu'en fait, pour comparer pourquoi on a pu aller vite aussi, c'est qu'on avait des populations, on avait énormément de témoins, on avait énormément de personnes sur qui s'appuyer. Par exemple, si on prend un virus comme Ebola, qui, quand on prend les chiffres, n'a pas touché énormément de monde si on compare au Covid, ben on a des taux d'échantillons qui sont beaucoup plus faibles, alors que là, on n'avait pas besoin, quand on a fait justement tout ce qui était randomisation et placebo, etc., enfin, quand on faisait justement les groupes témoins, on avait des groupes témoins qui étaient énormes, et en fait, ça a été facile de prouver l'efficacité du vaccin, parce qu'on avait énormément de personnes dans les études cliniques, on a pu inclure, et il y avait énormément de volontaires, il n'y avait pas besoin de les chercher comme on peut faire sur des maladies orphelines, sur des choses beaucoup plus rares, etc. Ça prend énormément de temps de recruter des gens
gens pour les essais cliniques parce qu'on attend d'avoir des gens volontaires. Et là, il n'y a pas eu, il y en avait à l'appel, quoi. Ça a simplifié beaucoup de choses et c'était facile de faire les groupes et en plus sur des proportions qui ont été très importantes dès le début, ils ont pu le faire assez rapidement, donc c'est aussi pour ça que ça a accéléré, malheureusement, parce que ça veut dire aussi qu'il y a eu énormément de personnes contaminées, mais à chaque fois, vu que ça a été pendant, je pense ça fait 1 an que la priorité mondiale c'est ça. Donc en fait, et la priorité même de tous les labos, parce que bien sûr il y a cette course financière, mais il y a ce truc-là évidemment derrière, donc tout le monde se taffe là-dessus depuis 1 an en fait. Ouais, que ce soit le public comme le privé, hein, c'est pas que le privé qui bosse dessus, ça je le rappelle tout le temps, mais il y a les labos publics qui le font aussi. Il y a des papiers qui sortent en permanence qui sont des études indépendantes des labos qui ont, par exemple, qui vont évaluer l'efficacité de Pfizer, mais c'est pas Pfizer qui les publie, ces data. Ces gens, les labos de l'académie n'ont pas forcément de conflit d'intérêt. En général, ils n'en ont pas. Donc, c'est faux de dire que c'est que les données de Pfizer, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, mais ça aussi, pour rassurer, c'est pas mal de se dire que, effectivement, non, alors, il y a le lobbying pharmaceutique, etc., mais non, je veux dire, les études ne sont pas validées par ceux qui créent le vaccin. Ça, effectivement, là, on pourrait se dire, bon, voilà, mais c'est pas le cas, et ça a été fait en plus par plein de pays différents, et par plein d'entités différentes, privées comme publiques, comme tu le dis, donc... Oui, puis c'est pas Pfizer qui décide, hein, je dis tout le temps ça, mais eux, ils ont développé un vaccin qui fonctionne, mais après, c'est l'Agence européenne du médicament, à la FDA, tout ce qui est... voilà, c'est au niveau... après, je sais pas trop exactement comment tout fonctionne, hein, je suis pas dans les papiers de la législation, mais c'est à eux, après, d'évaluer sur base des données, et puis s'il y a pas assez de données, c'est à Pfizer d'en fournir plus tout le temps, et s'il y a pas assez, ils vont leur dire. Donc encore une fois, c'est pas eux qui gèrent, qui disent bon, on va mettre sur le marché, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. On parle beaucoup de Pfizer et pas de En fait, là, on parle de Pfizer comme exemple, mais on parle de tous les vaccins dans la globalité parce que toutes les études ont été menées sur la totalité des vaccins. On insiste parce qu'il y a la spécificité. Pfizer a cette double spécificité d'être un vaccin Covid et en plus un vaccin à technologie nouvelle. Enfin, nouvelle. D'être le premier vaccin à commercialiser, etc. du genre, mais pas le premier à être testé sur l'homme, comme on l'a déjà dit. Mais on parle bien sûr de l'ensemble des virus. Et du coup, ça permet d'enchaîner sur on entend beaucoup que la phase expérimentale des vaccins à Covid se terminera en 2023. Donc, il y a certaines personnes qui ont encore l'impression d'être des sortes de cobayes, etc. Je sais que ça, en plus, t'en as déjà énormément parlé, mais je pense que c'est important de refaire un rappel, d'expliquer, d'expliquer cette fameuse phase expérimentale dont on entend beaucoup parler et qui... Ouais. Bah alors, quand ils ont fait leur demande d'essais cliniques, enfin, ils ont rempli leur papier pour faire des essais cliniques, ils ont dit qu'ils allaient, en prévisionnel, terminer les essais en 2022, 2023, parce que déjà, de 1, tu sais pas les volontaires, parce qu'en général, quand tu fais un essai clinique, tu dois attendre qu'il y ait des volontaires, enfin, ça peut prendre du temps, donc tu peux pas dire, oui, en 2021, j'ai fini. Déjà de 1. Par contre, ce qu'on sait, c'est que phase 1, phase 2, phase 3 sont tout ce qu'ils voulaient. Donc la phase 3, la fin de la phase 3, avant de demander l'approbation de la FDA et de l'EMA, c'était d'attendre de voir l'efficacité, d'accord, sur tout ce qui était Covid, symptomatique, etc., hospitalisation et tout. Et maintenant, ce qu'ils essaient de savoir, ils continuent de monitorer ces gens-là, qui sont en phase 3 toujours, pour savoir la durée de l'efficacité de la vaccination, parce que c'est les gens qui ont été vaccinés en premier. Ce serait totalement idiot de ne pas continuer de les monitorer, parce que eux, ils sont en avance sur la population... on va dire lambda comme nous qui avons été vaccinés plus tard, parce qu'ils ont peut-être 6 mois d'avance au niveau de la vaccination. Donc ça nous permet de savoir à l'avance, avant que vraiment l'immunisation globale de la population chute, quand est-ce que ça va chuter. En gros, c'est ça. Et donc, ils continuent de les monitorer pour savoir... évidemment, il y a aussi des données de sécurité qui continuent de s'accumuler, qui continuent de montrer que c'est toujours safe, ce qui est une super bonne nouvelle. Hein, il n'y a pas d'inquiétude plus que ça. Et on continue de monitorer ces gens-là pour ça. Mais donc la phase 3 continue pour ce côté-là, mais par contre, la phase 3, tout ce qui était d'évaluer la sécurité et l'efficacité du vaccin, les données ont été suffisamment accumulées pour pouvoir avoir demandé une autorisation de... Bon, là, c'était une autorisation d'urgence conditionnelle, une AMM conditionnelle. Donc, quand on entend qu'il n'y a pas d'AMM, il y a une AMM, elle est conditionnelle. Et une fois qu'ils auront assez de données pour demander une AMM standard, eh ben, ils vont le faire. Et voilà, c'est ce qui, d'ailleurs, Pfizer l'a fait auprès de la FDA. Ils ont déjà introduit le dossier parce qu'ils ont assez de données de sécurité sur 6 mois pour pouvoir la demander. Et voilà, donc la phase 3, c'est surtout là pour mesurer maintenant la durée de l'efficacité, la durée de la protection des vaccins.
Et on est en phase 4 parce que c'est la phase de pharmacovigilance. Donc maintenant que le vaccin est sur le marché, enfin les vaccins sont sur le marché, on monitore les effets secondaires potentiels qu'il peut y avoir. Et ça, c'est une procédure classique pour tout médicament qui est mis sur le marché. C'est pas juste les vaccins, c'est pas juste les vaccins Covid, c'est tout le temps comme ça. Et la pharmacovigilance, elle dure, la phase 4, jusqu'à temps que le médicament soit plus sur le marché. C'est tout le temps. Oui, c'est on est permanent. tout le temps en phase 4, il n'y a pas une fin. Voilà. De toute façon, on va parler de cette phase 4 parce qu'on va faire forcément un gros point sur tout ce qui est effet secondaire, effet indésirable à long terme, etc. Je profite juste, effectivement, Doom Dada 5 qui dit « La vidéo d'un médecin tourne beaucoup sur Insta, il explique qu'il ne faut pas se faire vacciner car on est encore en expérimentation. » Alors, il y a deux choses. Il faut se méfier toujours quand quelqu'un avance son statut pour prouver quelque chose. On s'en fout complètement. Je pense que tu seras d'accord avec moi. On s'en fout qu'il ait le prix Nobel de chimie, comme on a pu voir dans certains films complotistes, etc. Il faut toujours s'intéresser sur quoi il se base. C'est-à-dire que même s'il est prix Nobel, même s'il était maître du monde, il devrait s'appuyer sur des essais cliniques et sur des études. Donc on s'en contrefout du statut. Là, moi je suis un peu un infirmier et je parle avec une virologue, mais on se base sur les mêmes textes. Ce qui est important, c'est les textes sur lesquels on se base et c'est pas le statut. Et ce médecin ne se base sur aucune statut parce que s'il était en phase avec ce qu'il dit, etc., il n'utiliserait pas le mot expérimentation parce qu'effectivement, c'est le mot expérimentation qui fait peur. Cette phase expérimentale qui toujours des mots qui font peur exprès. C'est exprès, c'est fait exprès. Donc, c'est dans le but de faire réagir, hein, de toute façon. C'est le terreau des fake news, comme je dis tout le temps, c'est la peur. Donc, ils vont vous sortir des mots que vous allez soit pas comprendre, soit qui font ultra peur, juste pour vous semer une petite graine dans votre tête en disant peut-être qu'il a raison. Donc, faut toujours se fier de ça, tu le dis, tu le répètes, et je pense qu'il faut le répéter tous les jours. Il faut toujours, quand quelqu'un avance quelque chose, il faut se voir sur quoi il se base. Parce que il n'y a aucun humain qui est au-dessus d'un autre, aucun médecin qui est au-dessus d'un autre. On est tous obligés, c'est la règle dans le domaine scientifique et médical, de se justifier et de se baser sur quelque chose. Parce que personne mène une étude comme ça dans sa chambre, non. C'est forcément basé sur des essais cliniques, etc. Donc c'est important. Donc non, on n'est pas en phase expérimentale, on est en phase 3. Et il faut voir aussi qu'un médicament n'est pas comme tu dis, la phase 4, c'est la surveillance, pharmacovigilance, etc. Mais le but d'un médicament, c'est pas juste d'éviter les effets secondaires, c'est aussi qu'il soit efficace. Donc cette phase 3 correspond à cette... La phase 3, c'est surtout pour mesurer la durée de la protection. Ce serait totalement débile d'arrêter de monitorer les gens qui étaient en phase 3 parce qu'on pourrait pas savoir combien de temps dure la protection. Donc c'est pour ça que ça continue. Et puis après, oui, évidemment, il y a des données de sécurité qui continuent de s'accumuler, les gens continuent d'être monitorés pour ça aussi, mais pour l'instant, il n'y a aucun red flag, aucun truc qui dit il y a un effet secondaire sur le long terme non détecté. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et les essais cliniques ont commencé en mars 2020. Donc ça fait là bientôt presque 1 an et demi. Mais du coup, effectivement, c'était sûr qu'on allait en parler. Donc les effets secondaires, c'est quelque chose qui ont peur, les arguments qu'on n'a pas assez de recul sur les effets secondaires. Comment, toi, tu le fais très bien sur ton compte, comment tu rassures ces personnes-là qui ont peur des effets secondaires à long terme, et notamment sur les fameuses 8 semaines dans l'histoire de la vaccination. Est-ce que tu... C'est ça. Alors, dans toute l'histoire de la vaccination, il n'y a jamais eu de vaccin qui ait donné des effets secondaires sur plus de 8 semaines. Ça s'est jamais arrivé. Donc, les gens qui vous disent que c'est dû que ça a donné la sclérose en plaques, par exemple, c'est totalement faux. Ça a été réfuté depuis longtemps. Vous pouvez aller voir les papiers. Il y a encore une étude, une énorme analyse qui a été faite en 2019, que j'ai citée sur mon compte si vous voulez la lire. C'est clair, net et précis. Elle enfonce le clou. Il n'y a pas de lien. L'autisme, c'est pareil. Donc voilà, il n'y a pas de vaccin qui donne des effets secondaires sur une durée au-delà de 8 semaines. Donc les effets secondaires, c'est pour ça d'ailleurs que la FDA demande des datas sur 2 mois de sécurité. Parce que voilà, il n'y a pas eu d'effets secondaires sur plus de 8 semaines. Voilà. Et après, comme je disais, les premiers vaccinés, c'était mars 2020. Donc, et ces gens-là sont toujours vivants, font très bien. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'inquiétude. Ça ne devrait pas créer une inquiétude. Voilà. Et après, évidemment, le risque zéro, il n'existe pas pour rien. Dans la vie, il n'y a jamais de risque zéro. Mais le bénéfice-risque est toujours en faveur du vaccin de toute façon. Et les effets secondaires qu'on voit, ce sont des effets secondaires souvent très classiques qui durent 24-48 heures avec de la fièvre,
une douleur au bras, quand t'es rouge au niveau du point d'injection, mais tout ça, c'est des super bons indicateurs de l'inflammation qui est un processus essentiel pour initier la réponse immunitaire, qui est aussi qui est évidemment le but du vaccin. Donc c'est un bon signe finalement, c'est un signe que votre système immunitaire fonctionne. On parle des myocardites, c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois. Il y a des papiers là-dessus ou pas du tout parce que c'est... Alors, il y a des données de VAERS, hein, qui sont de pharmacovigilance. Donc, il y a effectivement peut-être une petite... une augmentation légère par rapport... Donc, quand on regarde durant la pharmacovigilance, donc on peut reporter tout ce qu'on veut. Donc et puis, si jamais il y a une fréquence qui est un petit peu plus augmentée dans le groupe des vaccinés par rapport à la fréquence attendue dans la population en général, alors là, il y a un red flag, entre guillemets, et là, on se met à investiguer la chose, quoi. Et le myocardite, chez les jeunes, il y a eu une légère augmentation de la fréquence. Donc, c'est des cas souvent très modérés, hein, qui se résolvent tout seuls au bout de quelques jours. Donc, il y a pas c'est pas la catastrophe, hein, et c'est extrêmement rare. Donc on parle de quelques cas par million de doses, hein, donc c'est pas un truc fréquent. Et encore une fois, il y a une réunion du CDC, qui est une agence pour la disease control aux États-Unis, qui a fait un point avec le comité de consultation d'immunisation, et ils ont très bien montré, j'avais partagé en story, que le bénéfice du vaccin était largement supérieur au risque de faire une myocardite, même chez les jeunes. Ils étaient vraiment focus sur les jeunes, donc les ados et les jeunes adultes, parce que effectivement c'est ceux qui sont le moins à risque du Covid, pour voir si effectivement ça valait toujours le coup de les vacciner à cause de ces myocardites qui étaient quand même très très rares. Et ils montrent très bien que de toute façon le risque d'être hospitalisé, de décéder, d'avoir des Covid longs chez les jeunes était largement plus important que le risque d'avoir des myocardites avec le vaccin qui se résolvait tout seul, etc. Donc, ça a vraiment été... l'analyse de risque, elle a été faite, et c'est clair et net et précis. Mais en plus, c'est surtout quand j'ai vu cette question et j'ai vu quelqu'un d'autre qui disait la myocardite chez un jeune, je l'ai vu, c'est suite au Covid et pas au vaccin. Et effectivement, moi, pour le coup, j'étais en réanimation pédiatrique pendant la première vague, et c'est là où on a découvert, à distance de la première vague, un petit peu les premières myocardites. Donc, j'ai eu la chance d'être dans l'hôpital où on a fait l'étude qui était commune avec l'Angleterre. Donc, ça, pour le coup, c'était vraiment hyper intéressant. Et là, pour le coup, on était face à quelque chose qu'on n'avait jamais vu, qui ressemblait à un syndrome de Kawasaki, mais qui n'avait pas toutes les caractéristiques. Et on en a eu énormément. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, encore une fois, toujours voir la balance bénéfice-risque, il y a beaucoup plus de chances de faire une myocardite et du coup de la réanimation avec le Covid qu'avec le vaccin. Enfin, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est une autre mesure. C'est ça, les myocardites, tu peux faire une myocardite du Covid, tu peux faire une myocardite d'autres choses, d'une infection virale qui a rien à voir. Et c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit, hein. C'est pas juste les vaccins qui donnent ça. Et c'est pareil pour les thromboses. Les thromboses, on a dit que c'était les vaccins, etc. Alors il y a effectivement un risque très rare de thrombose avec tout ce qui est vaccins vecteurs viraux comme AstraZeneca et Johnson & Johnson, mais il y a un énorme risque plus important en faisant un Covid, de thrombose. Donc, je veux dire, la balance bénéfice-risque, il n'y a pas photo de toute façon. Oui, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, parce qu'on entend parler il faut savoir que les patients, effectivement, le Covid, on n'en parle pas, ceux qu'on a vus en réanimation sont quasi systématiquement en anticoagulation systémique pour éviter ce risque thromboembolique. Donc, encore une fois, faut toujours mesurer les deux choses. Il ne faut pas juste regarder une seule donnée, il faut toujours regarder la balance bénéfice-risque qui justifie d'ailleurs chaque action de chaque médicament. Un médicament en pharmaco et en médecine, tout n'est que question de balance bénéfice-risque en fait. Donc, c'est ça. Parce qu'il n'y a jamais de risque zéro pour rien. Pour tout, tu prends ta voiture, demain tu mets ta ceinture de sécurité, la ceinture de sécurité ne va pas te garantir à 100% que tu vas être vivant quand tu vas revenir. Tu vois? Mais c'est à peu près pareil. Et on finit sur les myocardites, sont liés à l'inflammation plutôt qu'au phénomène infectieux. Oui, en fait, myocardite, c'est secondaire, ça arrive après coup. En fait, on s'est aperçu très vite que le Covid, ça crée un orage inflammatoire monstrueux qui peut faire une atteinte cardiaque secondaire, en fait, même à distance, parce du coup, on va combiner un choc septique avec un choc cardiogénique, mais ça va être à distance. Ça va être effectivement lié à l'inflammation, mais créé par l'infection. Donc, tout est lié dans un choc septique. Mais comme certainement le vaccin aussi, hein, c'est pas le vaccin directement, c'est sûrement une conséquence de la réaction immunitaire quand il y a des très rares cas de myocardite.
Le lien, le mécanisme n'est pas encore très très élucidé, mais l'hypothèse, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, on a des effets indésirables qui ont été... Alors, je crois que tu as répondu, tu t'avais déjà dit que non, mais je l'avais encore dans la liste. On n'a pas d'effets indésirables qui ont été identifiés comme un effet indésirable grave. Comme tu dis, il n'y a pas eu de red flag. Est-ce qu'on a identifié quand même des effets secondaires qui revenaient grave, tu veux dire? Grave, non. Parce que, non, ceux qui reviennent, c'est les classiques, hein, fièvre, douleur, gonflement, courbature quelques jours, 1 ou 2 jours en général. Après, dans les graves, très rares, extrêmement rares, c'est les thromboses. Éventuellement, voilà. Encore une fois, c'est tellement rare que c'est hyper dur d'établir un lien de causalité, parce que corrélation n'est pas causalité, ça je le répète sans arrêt, parce que les gens m'envoient des vidéos il a eu son vaccin maintenant, il a si aujourd'hui, mais il faut bien vous imaginer que le vaccin vous rend pas immortel, hein, et tout ce qui se passe après le vaccin n'est pas dû au vaccin, il y a plein d'autres choses, d'autres virus, d'autres pathologies, d'autres qui ont rien à voir avec le vaccin. Donc voilà, c'est pas... je sais plus ce que je disais du coup. Je parlais de quoi? Tu disais les douleurs, etc. Ah oui, les effets secondaires. Et donc voilà. Après, ce qui était identifié comme essai clinique, c'est les cas d'allergie. Les cas d'allergie sont, pareil, extrêmement rares. Hein. Je crois que il y avait une étude qui avait été publiée, je crois que c'était 44 cas pour 16 millions de doses aux États-Unis, un truc comme ça. C'est un truc minimal, quoi. Et c'est des chocs anaphylactiques qui sont, de toute façon, les réactions sont dans les 30 minutes après le vaccin. Hein. Donc c'est pour ça on demande aux gens de rester 30 minutes après le vaccin pour, justement, s'il y a un choc, tout de suite administrer ce qu'il faut, quoi. Il y a beaucoup de questions sur les femmes enceintes, on a prévu d'en parler juste après, ne vous inquiétez pas. Il y a Louis qui pose une question que je trouve très intéressante, il faudrait que toi tu me dises, Océane, si c'est facile d'y répondre ou pas. Comment une étude fait justement pour la différence entre corrélation et causalité? Ça peut être intéressant de... C'est hyper dur quand c'est pas fréquent. Quand c'est fréquent, c'est facile parce que du coup, la fréquence dans le groupe vacciné, si on prend un vaccin par exemple, la fréquence d'apparition des symptômes. Donc, c'est pour ça qu'il y a dans les études des vaccins, il y a toujours un groupe placebo et c'est des études randomisées, hein, un groupe témoin et un groupe vacciné, d'accord. Et en fait, après, tous les les gens qui ont reçu un placebo vont reporter ils savent pas qu'ils ont reçu un placebo. Ils vont reporter les effets secondaires qu'ils ont eu suite à l'injection. Et il y en a qui vont dire qu'ils ont eu de la fièvre, il y en a qui vont dire... Parce que si vous regardez les rapports de la FDA et de l'EMA, vous allez voir que dans le placebo, il y a aussi des gens qui ont rapporté de la fièvre, des courbatures, etc. Hein. Donc c'est pas... voilà. Et après, on regarde dans les groupes, si la fréquence est augmentée dans les groupes vaccinés ou pas, alors on peut l'attribuer au vaccin. Mais voilà. Et quand c'est extrêmement rare comme ça, c'est très difficile d'établir une causalité. Donc après, parfois, les mécanismes, ils ont fait ça, ils ont pris des sous-groupes de tranches d'âge. Ils ont pris les ados, les jeunes adultes, ils ont regardé si dans cette tranche d'âge, parce que dans la population générale, on voyait pas cette statistique d'augmentation de myocardie. Et quand on ciblait que les jeunes, alors effectivement, la statistique était légèrement augmentée au niveau des myocardites par rapport à la population en général, par rapport à la statistique attendue dans la population générale sans vaccin, parce qu'il y a des gens qui font des myocardites sans vaccin. C'est pas, encore une fois, c'est pas l'apanage des vaccins. Donc c'est comme ça qu'on hypothèse un lien de causalité, et après on cherche le mécanisme. Qu'est-ce qui cause ça? C'est important aussi parce que je vois justement les personnes qui disent oui mais mon médecin a dit que mes patients avaient eu ça après la vaccination. Encore une fois, il faut pas se fier au bruit de couloir. C'est très facile de dire moi j'ai vu ça, moi demain je pourrais dire oui à l'hôpital j'ai vu un choc machin. Non, il faut encore une fois, c'est trop facile de raconter. Et est-ce que ce médecin a pu seulement prouver le lien entre les deux? On ne sait pas, et même s'il l'avait à son échelle prouvé, il faudrait que ce soit inclus dans une étude. Et encore une fois, il vaut mieux se fier aux études qui sont publiées, toutes les études, comme tu dis, il y en a des dizaines qui sont publiées en continu, que sur les paroles de quelqu'un ou sur un bruit de couloir. Encore une fois, pour les personnes qui anecdotes, c'est pas avec ça qu'on fait des stats, c'est pas avec ça qu'on fait des papiers. Ça marche pas. Et c'est comme ça qu'il y a encore toujours la rumeur qui traîne que il y a un lien entre le ROR et l'autisme ou les Guillain-Barré ou je sais plus quoi, alors que il y avait effectivement une étude d'études falsifiées qui avait été corrigée derrière par une vingtaine de contre-études, mais ça c'est normalement c'est derrière nous, mais ça circule encore. Ah oui. Et la sclérose en plaques aussi, tous les jours. Oui, voilà, c'est ça, c'était l'hépatite B, la sclérose en plaques. Ouais, HPV aussi, sclérose en plaques, alors que zéro lien.
démontré 15 millions, enfin, je dis 15 millions de fois, mais beaucoup, beaucoup de fois. Voilà, mais c'est resté dans la tête des gens, c'est vraiment ouais, c'est souvent malheureusement les fake news restent et les vérités, enfin, les faits après démontrés qui me démontrent que les fake news étaient fausses, ben, ils ne restent pas, et ben déjà, ils font pas les gros titres des journaux, donc en général, peut-être que parfois le grand public n'a pas accès à ces infos, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Saranek dit qui écouter, sur quoi se baser. Basez-vous sur des études, sur les sources et basez-vous sur des personnes qui. Ouais. Les sources, des fois, sont effectivement, tu l'as dit d'ailleurs en story aujourd'hui, sont des fois compliquées à comprendre, elles nécessitent d'être vulgarisées. Donc tournez-vous vers les personnes qui vulgarisent ces études, qui les rendent plus accessibles, mais qui vont citer ces études comme source. Et allez vérifier, allez jeter un œil, habituez-vous à être critique sur votre lecture, sur ce que vous lisez. Et Facebook, c'est jamais très. Mais même Instagram, hein, je veux dire, moi, ce que je fais là, je mets les sources toujours. Après, je dis tout le temps aux gens, allez vérifier les sources. Puis moi, je suis pas parfaite, hein, je peux me tromper sur un chiffre ou un truc comme ça, et voilà, ou oublier un complément d'info. Voilà, allez voir les sources, et surtout demandez si vous entendez un truc, en général, quelqu'un vous dit, ou si vous regardez une vidéo drama, là, avec des fake news, etc., regardez s'ils ont des sources, ces gens-là. Parce qu'en général, ils en ont pas. Ils racontent des trucs et ils ont aucune preuve. On a dit qu'on parlerait pas, mais le film c'était quoi le film qui était paru en octobre là Je l'ai même pas vu. Hold Up, ouais, non, mais moi j'avais fait analyse, je l'avais regardé pendant 2 heures, et justement j'avais regardé leurs arguments et en fait sur quoi ils se basaient. Effectivement, 75% de leur base pour construire après la théorie complotiste, c'était faux. Donc en fait c'est facile, une fois qu'on trouve les failles comme ça et qu'on se base encore une fois en se référant, nous, en étant scientifique sur des études scientifiques, on voit vite, on peut très facilement en fait démener. Par contre, parfois il y en a qui sont scientifiques et qui disent oui, dans ce papier c'est marqué ça, d'accord? Sauf qu'en général ils ont pris la petite info qui a été, ils ont changé l'interprétation de l'auteur, ça s'appelle du cherry picking, et pour alimenter leur théorie fumeuse. Donc ça c'est pareil. Et comme le grand public ne sait pas lire des études scientifiques, c'est hyper difficile de vérifier. Et alors du coup on dit ah mais il y a quand même une étude, etc. Elle est scientifique, elle a sûrement raison. Elle oui. Hein. Et en fait, quand toi t'es scientifique et que tu vas voir ce papier-là, moi ça me fait bondir parce que c'est de la malhonnêteté scientifique. Bien sûr, parce que justement dans ce film-là, à un moment, il y avait exactement ça. Il y avait un truc comme quoi, dès 2015, il y avait la mention Covid-19, comme quoi c'était prévu quelque chose, etc. Et en fait, ils disaient avoir cité l'étude originelle, mais en fait, ils avaient cité l'actualisation comme étude originelle. Donc du coup, c'était juste, il y avait un problème de date. Et du coup, effectivement, tu pouvais te dire en regardant ça, mais attends, mais depuis 2014, il y a le Covid-19, un truc, tu vois. Et c'est fou parce que ça passe. Ça passe parce qu'effectivement, on a l'air comme ça. Bon, bref, c'était une petite aparté. Non, mais moi, ça me fait bondir parce que je trouve que c'est encore plus grave que les gens qui savent pas et qui racontent des bêtises. Parce que les gens qui savent, qui ont un gros bagage scientifique et qui volontairement vont chercher des infos pour alimenter des hypothèses débiles et absurdes, moi, ça me rend dingue. C'est compliqué en étant scientifique de voir, et c'est ça aussi qui est compliqué des fois de voir, que ce soit des collègues médecins ou infirmiers, en fait tourner le dos à la science et ne pas se référer aux études. Et d'ailleurs Jules le redit, le grand public n'est pas appris à bien lire des études, n'est pas habitué à lire des études, mais il y a même des professionnels de santé qui ne sont pas, et c'est pas du tout une critique, c'est juste qu'on n'est pas, dans certaines de nos formations, on n'est pas amené à faire la lecture critique d'articles, et moi je pense que ça devrait être, voilà, tout simplement, et du coup ça peut être tout de suite assez indigeste, etc. Mais du coup, moi, pour le coup, ça fait 1 an que je m'y penche beaucoup plus parce que t'es obligé pour pas démêler le vrai du faux, et c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que t'accèdes aux vraies informations et t'es sûr de baser sur quelque chose qui est fiable, quoi. C'est ça. Et il faut juste prendre... Et puis, moi, c'est pour ça que j'ai créé ce compte-là, c'est pas pour aller... montrer ma tête sur Instagram, hein. C'est vraiment parce que justement il y avait trop de gens qui comprenaient pas et faut expliquer aux gens ce qui est marqué dans les études et pourquoi il y en a qui sont des scientifiques qui sont malhonnêtes. Moi c'est vraiment les scientifiques malhonnêtes qui m'ont poussé sur les réseaux sociaux à faire ça parce que c'est de la manipulation du grand public et ça c'est vraiment hyper triste et grave. Et d'ailleurs, à propos de scientifiques, il y en a qui disent que le vaccin ne sert à rien, etc. Moi, je suis intimement persuadé que le vaccin est la seule porte de sortie. Je pense qu'on est
d'accord là-dessus, mais comment on peut l'expliquer en disant que... pourquoi la vaccination, c'est la solution, contrairement à ce que bon, on entend souvent? Déjà, juste pour rétablir un truc, les vaccins fonctionnent toujours sur les variants, pour l'instant. Tous les variants qui ont émergé, les variants Delta, les vaccins fonctionnent très bien, surtout après 2 doses. Effectivement, il y a une efficacité qui est diminuée par rapport aux variants initiales pour lesquels les vaccins avaient été développés, mais l'immunisation, elle est mineure, donc ils sont toujours très efficaces, donc c'est une super bonne nouvelle. Deuxièmement, plus un virus circule et plus il mute, donc plus on aura des variants qui vont apparaître si on ne se vaccine pas tous, et plus le risque c'est que les variants soient de plus en plus différents du virus initial et on rechoppe en permanence le virus et qu'on ait du Covid ad vitam aeternam. En gros, c'est ça l'idée. Parce qu'il n'est pas en train de s'atténuer, le virus. J'ai lu ça aussi sur Internet, mais c'est faux. C'est faux. Hein. Vous voyez bien, le Delta, il touche essentiellement les jeunes pour l'instant. Donc il y a beaucoup moins d'hospitalisation parce que les personnes plus âgées sont vaccinées, les personnes plus à risque sont en général vaccinées. Mais c'est faux de dire qu'il atténue. Vous avez vu ce qui s'est passé en Inde, hein, c'était le variant Delta, hein, donc il n'est pas du tout atténué. Le virus, lui, il mute pour pouvoir se transmettre plus rapidement, mais pas forcément pour devenir moins pathogène. Donc, et puis personne ne peut prédire ce qu'il va devenir. Hein, je veux dire, mais on peut avoir tous les modèles du monde, mais ça va être compliqué de prédire ce qu'il va devenir. Voilà. Et troisièmement, il n'y a pas de traitement disponible qui soit suffisamment efficace pour empêcher donc ça c'est pareil, c'est un truc qui revient souvent, il y a les traitements, etc. Non, il n'y a pas de traitement. Arrêtez de dire ça, c'est faux. Il y a des études sur la chloroquine et les études sur l'ivermectine. Il y en a encore une qui a été retirée cette semaine qui vantait les effets de l'ivermectine. Les datas ont été falsifiées, tout est faux. Moi ça me rend folle, mais ouais, donc il n'y a pas de traitement, c'est des traitements de support. Souvent, tu peux en parler en anesthésie, vous en avez sûrement vu, mais il n'y a pas de molécules miracles. Il y a des labos qui bossent dessus. C'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de labos qui bossent pas dessus. Il y a de l'argent qui est mis en place pour des traitements. On espère qu'il y aura un jour un traitement, pourquoi pas. Mais c'est hyper compliqué de développer un traitement contre une maladie virale, déjà de 1, un coronavirus en plus qui se transmet au niveau respiratoire. C'est hyper compliqué. Quand vous avez un rhume, c'est souvent des coronavirus aussi, qui sont beaucoup moins pathogènes que le SARS-CoV-2. Et pourtant, vous ne prenez pas, à part du Doliprane et vous... etc., vous ne prenez pas grand-chose. Pour les études qui ont été menées, c'est important de dire qu'effectivement, on cherche... c'est pas parce qu'on a un vaccin que maintenant on arrête tout, on se dit « Ok, c'est bon ». Non, il y a toujours... mais même avant qu'il y ait le vaccin, justement, à Necker, à Paris, il y a une recherche qui est menée sur un traitement... alors, je sais pas où elle en est actuellement, mais je crois que ça n'a pas mené à grand-chose, sur un traitement prophylactique qui a été testé, pour le coup, sur des soignants volontaires. Donc... mon Dieu, nous avons accepté d'être cobayes de cette étude avec, pour le coup, un suivi très régulier, prise de sang, électrocardiogramme, etc. Justement, en même temps, en parallèle du développement du vaccin, pour essayer de voir s'il n'y aurait pas un traitement prophylactique. Donc là, on parle même d'un traitement avant, qu'on prendrait tous avant d'être infecté. En fait, c'est ça la prophylaxie. Donc, il y a des études qui sont menées là-dessus, non seulement des traitements donc, prophylactiques, curatifs, etc. Donc... Après, il y a un traitement prophylactique qui est efficace et qui est safe, ça s'appelle un vaccin. J'ai vu un thread qui était très bien fait sur Twitter parce qu'il faisait 8 trucs et à la fin, en fait, même moi, je l'ai pas vu venir parce que je me disais « Ah ouais, j'ai pas entendu et tout, hâte de voir ». Et à la fin, il disait « Ça s'appelle le vaccin ». Et c'était très très bien fait pour le coup, mais oui, il y a le prophylactique qui marche très bien. Et il y a un autre truc hyper important aussi que je vois souvent, c'est que le vaccin, les études prouvent, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, les études prouvent que le vaccin diminue la transmission. Donc on diminue la circulation du virus. C'est pas juste, souvent on entend ça protège que des formes graves et des hospitalisations. C'est pas vrai. Ça protège aussi des formes légères. Ça protège le risque d'être porteur asymptomatique. Et donc, ça diminue largement le risque de transmission. Et donc, voilà, si tout le monde se vaccinait, éventuellement à terme, on pourrait carrément imaginer, je parle du monde entier, pas que de la France, enrayer l'épidémie définitivement. Bon, ça, pour ça, on en est loin encore. On est très loin parce qu'il y a de quoi circuler là. Mais d'où l'importance de la couverture vaccinale, importante encore une fois. Ça, c'est ça encore le maître mot et le pourquoi on comprend, encore une fois, on comprend on est là justement pour répondre aux interrogations, aux peurs, etc. Mais oui, il y avait plusieurs fois la question qui est venue. Oui, en tout cas, moi je suis vacciné, je pense qu'Océane de ton côté aussi, sinon... Voilà, ouais. donc bien sûr. Depuis le mois de mars, c'est ça. c'était prioritaire. Donc, ouais, donc voilà, donc oui, on
est là aussi pour véhiculer ce message-là. Je vois encore un message qui dit, il y a Alexandra Orion, généticien, qui dit que c'est grave le vaccin, mais encore une fois, ça pourrait être le président de la République, ça pourrait être le président J'ai déjà débunké tout ce qu'elle a raconté. Allez voir mes stories fake news, j'ai déjà tout commenté ce qu'elle a raconté, et il y a que des conneries. Elle ne se base sur rien, sur aucune étude, et tout ce qu'elle dit, c'est faux. Et par contre, il y a des études, mais elle a pris des morceaux, elle a arrangé le bazar à sa sauce, elle a même changé la conclusion de l'auteur. Parce que l'auteur, il dit pas du tout ça dans sa conclusion. Et après, elle a fait, ah, regardez, il dit ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est du cherry picking, voilà. Et tu as dû arriver en cours de route, Perle, mais on en a parlé des effets secondaires, on a bien dit qu'aucune étude ne montrait, il n'y a pas eu de fameux red flag, il n'y a pas eu d'effets secondaires graves qui ont été identifiés. À part les thromboses, et c'est pour ça et c'est extrêmement rare qu'après ils ont choisi de mettre AstraZeneca et Johnson & Johnson au plus de, je sais plus combien, 50 ans. Mais encore une fois, le lien de causalité, il est bof établi, c'est pas sûr à 100%, mais excès de prudence, voilà, ils ont décidé ça, mais bon, les thromboses liées au Covid sont beaucoup plus importantes que les thromboses liées au vaccin. Donc, la maladie crée plus ce qui fait peur avec le vaccin, mais ça, encore une fois, les personnes les charlatans du monde médical parleront des effets secondaires du vaccin, mais pas des effets du Covid. Justement, encore une fois, des questions sur les femmes enceintes. Quelles sont les études justement sur les femmes enceintes? Est-ce qu'il y a un danger pour une femme enceinte? Parce qu'il y a beaucoup de futures mamans ou de mamans qui vont être remamans qui ont peur de ça. Donc je pense que c'est important aussi. Je sais que tu avais fait des posts là-dessus. Alors, il y a pas mal d'études qui sont sorties récemment. Les femmes enceintes, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes enceintes sont des catégories de personnes à risque de Covid, de complications. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont autorisé aux femmes enceintes, parce que c'est vraiment il y a des études très claires qui montrent elles font des complications très importantes du Covid, que ce soit pour elles, pour leur nouveau-né ou pour le fœtus. Hein. Donc il y a une augmentation des complications maternelles super importante. Ouais, et l'ARN messager ne va pas aller dans le fœtus, quoi que ce soit, même le vecteur. Après, souvent on conseille l'ARN messager plutôt que le vecteur viral. Mais ce sont pas des vaccins vivants réplicatifs qui sont souvent déconseillés pour les femmes enceintes, pas du tout. Donc on est sur des vaccins qui vont pas aller dans votre utérus, etc., dans votre bébé et pour causer des séquelles. Les études qui sortent d'épidémio sont hyper rassurantes. Donc il y a plein de femmes enceintes qui ont été vaccinées très tôt ici aux États-Unis. Et on montre qu'il n'y a pas du tout de différence dans la fréquence, que ce soit complications maternelles, complications fœtales, fausses couches et complications pour le nouveau-né. Donc voilà, il n'y a pas du tout de complications à ce niveau-là. Et encore une fois, évidemment, j'entends souvent dire oui, mais machin, il a été vacciné, elle a fait une fausse couche. Mais il y a des gens qui n'ont pas été vaccinés qui font des fausses couches tous les jours. C'est pas le vaccin qui a causé des fausses couches. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend les données des personnes non vaccinées, enceintes non vaccinées, les personnes enceintes vaccinées, et on compare. Si le taux de fausses couches était au plafond chez les vaccinés, évidemment, là, on se dirait, va être un souci. Mais c'est pas du tout le cas. On est dans les normes totales attendues. Il n'y a aucun problème. Et il y a même des anticorps qu'on a retrouvés dans le cordon ombilical des enfants. Donc les anticorps anti-Covid passeraient l'immunité. Et on ne connaît pas l'efficacité, donc je ne peux pas vous dire qu'il y a une protection du nouveau-né. Mais en tout cas, les anticorps qui passent, anti-Covid, qui passent chez les anticorps. Attention, pas parce que j'ai entendu. Voilà, oui, parce que là, je viens de voir une question. Non, effectivement, le vaccin ARN ne passe pas, donc il n'y a pas d'effet sur le long terme pour le bébé, vu que le bébé ne recevra pas le produit qui est injecté. Il recevra effectivement potentiellement les anticorps, mais qui sont les anticorps de la mère. Les anticorps la mère, de base, elle a des anticorps. Donc il va en recevoir, le bébé. Il y a une étude qui montre très clairement que dans le centre cordon ombilical d'une mère qui a accouché, il y a des anticorps anti-Covid parce qu'elle a été vaccinée, etc. Après, encore une fois, la protection de l'immunité passive du Covid sur le nouveau-né, on la connaît pas, il n'y a pas d'étude de ce côté-là, mais l'observation, c'est qu'il y a des anticorps. Voilà. Après, la deuxième aussi, une grosse fake news qui dit que les vaccins vous rendent stérile, ça c'est totalement faux. Il y a même des études qui l'ont prouvé, qui ont été obligées. C'est quand même triste de devoir mettre de l'argent pour prouver des trucs qui ont déjà pas de sens. C'est des hypothèses qui n'ont pas de sens, parce que la syncytine 1, elle a 0 homologie, enfin elle a 5 nucléotides homologues avec la protéine Spike. J'avais fait la démo en vidéo. Il y a une étude carrément qui a été prouvée qu'il n'y avait pas d'anticorps anti-syncytine chez les vaccinés.
C'est parce qu'il y a à cause de cette fake news, quoi. C'est devoir mettre de l'argent là-dedans, c'est vraiment... et de l'énergie. Et de l'énergie, parce que je pense qu'il y a là, il y a des chercheurs qui doivent plus en pouvoir de devoir s'occuper uniquement de débunker les fake news, etc. Il y a effectivement la question de Jules, encore une fois, l'a bien dit, le fait que le risque pour la femme enceinte, c'est de faire une forme grave du Covid. Et moi, j'en ai vu sur le terrain en réanimation. Je crois que Sabrina, t'en as vu une, soit dans ton... Et t'étais surprise qu'il y en ait autant que ça, mais encore une fois, faut regarder sur la globalité de la France et pas que dans un endroit, parce que c'est une moyenne. Et oui, il y a eu quand même énormément de femmes qui se sont retrouvées à être césarisées en urgence, avec leur petit en prématuré, en service de prématuré, etc., en néonatologie, j'ai retrouvé, et des formes très très graves comme ça. Donc non, encore une fois, balance bénéfice-risque, le balance bénéfice-risque vaccination versus le risque de choper une forme grave du Covid, tout penche encore une fois vers la vaccination. Ouais, et il y a une étude qui a vraiment très bien montré ça, hein. Ils ont montré toutes les complications maternelles, fétales, et pour le nouveau-né, c'est assez parlant, quoi. Il y a vraiment... tout penche effectivement pour le vaccin. Sinon, le choix dit énormément, c'est quoi? Il nous faut des chiffres. Très bon réflexe de demander des sources. Je ne les ai pas en tête du nombre de femmes enceintes qui ont été césarisées suite à une Covid. Je me renseignerai. Je sais qu'il y en a eu, en proportion je ne sais pas, mais rien que le fait qu'il y ait ce risque-là et qu'il y ait la plupart des hôpitaux en ont eu en France, donc déjà on sait que ça existe, et on sait aussi les risques, les non-risques du vaccin pour les femmes enceintes, donc encore une fois on a déjà la balance bénéfice-risque. Mais bon réflexe de demander les chiffres, etc., c'est bien. Mais là, si vous allez dans les posts sur la grossesse, il y a le papier avec les complications des femmes enceintes du Covid-19, et là je pense qu'il y a sûrement des chiffres. Ça a été fait aux États-Unis, mais... si vous voulez voir, il y a des stats, ouais. Et pas de délai entre une vaccination et un début de grossesse. Je sais qu'il y a des centres de PMA qui disent délai. Bon, après, vous faites avec votre médecin, votre centre, hein, s'ils ont des règles précises, vous faites, mais le CRAT ne conseille aucun délai. Alors, j'avais d'autres questions. On a parlé de l'efficacité contre les variants des différents vaccins, donc encore une fois, c'est faux de penser que parce qu'il y a un nouveau variant, le vaccin n'est pas efficace contre lui. Même le variant Delta, les études le montrent qu'il est toujours efficace. 2 doses. Attention, faites pas les malins après une dose. Hein. 2 doses. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, alors, quid de la 3e injection? Après, il y avait une fake news sur l'anesthésie générale, je crois. Alors en fait, oui, Pfizer a dit qu'ils allaient demander une 3e dose, une autorisation pour injecter une 3e dose à l'agence, à la FDA, peut-être pas l'Agence européenne du médicament, je sais plus. Bref, pour l'instant, les données indiquent qu'il n'y a pas de nécessité d'une 3e dose. Après, si les données changent, évidemment que la position changera, mais le CDC a fait un communiqué pour confirmer ça. Pour l'instant, c'est toujours très efficace. Après, éventuellement, il y a les immunodéprimés qui ont déjà une 3e dose, comme les personnes greffées, par exemple, parce qu'ils ont un système immunitaire qui est beaucoup moins performant que le nôtre, et qui ont besoin d'être plus stimulés. C'est tout à fait normal, il n'y a pas du tout d'inquiétude autour de ça. Après, peut-être qu'éventuellement, on se rendra compte qu'au niveau... Parce que plus on vieillit, j'ai déjà expliqué ça, mais plus on vieillit, plus notre système immunitaire est moins performant. Ça s'appelle l'immunosénescence. Notre système immunitaire est vieilli, donc il est un peu moins réactif, il est un peu plus lent à la détente, quoi, tout simplement. Et donc peut-être que pour les personnes âgées, alors peut-être qu'éventuellement, il faudrait une 3e dose plus tôt, mais encore une fois, il n'y a aucune donnée qui supporte ça pour l'instant, parce qu'on se rend compte qu'au niveau des courbes, le delta, il est fulgurant chez les jeunes, et que les personnes âgées sont assez globalement très bien protégées. Donc pour l'instant, il n'y a aucune donnée épidémiologique qui indique que la 3e dose soit nécessaire. Mais c'est pas moi qui fais les règles, donc c'est eux ils décideront, hein. Et puis c'est pas Pfizer qui décide non plus, c'est l'agence européenne. Et une question qui revient beaucoup et qui m'a été posée en DM, c'est pourquoi on a une sérologie qui est négative. Tu as fait une vidéo là-dessus sur la quantité d'anticorps. Pourquoi, quand on a une sérologie positive, on doit se faire vacciner alors qu'on a des anticorps? Pourquoi le vaccin est supérieur à l'immunité naturelle? Alors, déjà, la sérologie, elle vous donne pas la garantie que vous êtes protégé. C'est pas une donnée d'efficacité, déjà, de 1. On ne sait pas quelle dose d'anticorps il faut, quelle quantité d'anticorps, quel titre d'anticorps est nécessaire pour être protecteur au niveau du virus, qu'on n'a pas de recul là-dessus pour cette maladie, hein. On a des reculs pour d'autres maladies, mais pas pour celle-là. Et surtout, notre corps produit des anticorps, mais ils sont pas tous neutralisants. Ça, faut vraiment retenir ça. Nos anticorps ne sont pas tous capables de neutraliser un virus. C'est pas parce qu'on a un anticorps contre un virus qu'on va forcément flinguer le virus quand il va se pointer, c'est pas vrai.
C'est vraiment, il y a des anticorps non neutralisants et des anticorps neutralisants. Et ça, la sérologie, elle peut pas faire la différence. Donc ça, c'est important de le savoir. Et aussi, il y a des études qui montrent que, normalement, notamment une étude de l'Institut Pasteur qui a été publiée la semaine dernière, qui montre très bien que face au variant Delta, notamment, les gens qui ont eu le Covid ont un titre à une neutralisation des anticorps du virus qui est vraiment très faible. Et dès qu'ils ont une dose de vaccin, ça monte au plafond. Donc, il y a un boost de l'immunité qui est non négligeable, quoi. Et sachant que le variant Delta est quand même différent du virus initial, ça vaut peut-être le coup de booster son immunité pour être bien protégé. Il y a des cas de réinfection, des gens qui ont eu 2 fois le Covid. Oui, bah, c'est arrivé même là. Oui, oui, et puis on a eu, il y a eu des papiers aussi là-dessus qui ont été faits. Il y avait une question sur justement l'inquiétude sur les protéines spike, est-ce qu'elle sera détruite ou est-ce qu'elle passera dans le sang du bébé? Mais c'est pareil, en fait, quand les protéines spike, elles vont être détruites tout de suite. Il faut savoir que la spike, c'est vraiment la partie inoffensive du coronavirus, hein. C'est sa pièce d'identité, en gros. C'est vraiment comme si vous preniez un coronavirus. C'est juste une petite protéine, voilà, hein, mais le virus, il en a plein des protéines. Hein. Il tend sa carte d'identité, vous coupez la main, vous prenez Mm. juste la carte d'identité, c'est ce qui reste c'est ce qui va être. Et elle reste pas, la Et protéine. elle reste pas parce qu'elle va être détruite justement pour produire au moment de la production. Ce qui reste, c'est l'immunité. C'est vraiment ça, faut vraiment clarifier ça dans l'esprit des gens. Le vaccin, il reste pas dans votre corps. Il est détruit au bout de quelques jours. Ce qui va rester sur le long terme, c'est votre immunité à vous. Parce que souvent, j'entends, j'ai un système immunitaire qui fonctionne, j'ai pas besoin d'un vaccin. Non, ton système immunitaire, il a jamais vu de Covid de sa vie. Il va pas, quand il va le voir, il va pas dire, ah oui, tiens, je l'ai vu, je vais vite mettre en place mes défenses. Non, il va le voir, il va apprendre à le connaître, et après, sauf qu'entre-temps, il peut se passer des formes sévères, des hospitalisations, voire même un décès. Et alors que le vaccin, lui, il dit juste, attention, si tu vois le virus, quand il se pointer, il ressemble à ça. C'est exactement ça. Et après, le vaccin, il dégage, il est dégradé par votre corps, et après, votre système immunitaire, il garde sa cellule mémoire dans votre corps, vos cellules à vous, hein, pas les cellules du vaccin. Et quand le virus se pointe, il dit, ah ouais, bah attends, je l'ai déjà eu celui-là. Bah voilà, je sais très bien comment il faut le combattre. Exactement, je l'ai jamais fait en vidéo, mais il faudrait que je le refasse. Par quoi le spike est dégradé? Bah justement par les anticorps, en fait, les cellules, les petits soldats de l'organisme qui vont venir, qui vont repérer la cellule, la détruire, récupérer juste ses données, et pouvoir produire d'autres clonés, en fait, des défenses qui sont exactement contre elle. Il faut savoir qu'on n'a pas, en fait, l'organisme, c'est pas une défense générale avec des petites choses qui peuvent combattre tous les virus. Non, c'est vraiment, on a une chose pour chaque virus qui existe, et c'est spécifique. Très spécifique. Donc, il y a l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée, elle n'est pas suffisante pour combattre le coronavirus. Il faut une immunité adaptative. L'immunité innée, c'est bien quand vous vous enfoncez une écharpe dans le doigt, voilà, ça c'est pas mal. Mais pour le reste, c'est pas suffisant et c'est là où justement ça va être spécifique. Et donc, non, dire l'immunité, c'est un argument pour le coup dans les antivax qui revient énormément en disant que le système immunitaire naturel, mais non, enfin, ça s'est vu par le passé. C'est pas comme ça que ça marche, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ça, mais bon, des fois la simplicité l'emporte, on va dire. Il y avait une fake news qui circulait aussi sur le fait que quand on se faisait vacciner, on ne pouvait plus du tout subir d'anesthésie générale pendant 8 semaines, je ne sais plus, et que du coup, si on avait un problème, on ne pouvait pas se faire opérer. Ça, c'est 4 mois, j'ai vu. C'est combien? J'ai lu 4 mois. Bon, 4 mois. Mais les sociétés savantes d'anesthésie à travers le monde se sont bien repositionnées là-dessus. Et non, il y a absolument... En fait, on n'a même pas, nous, réussi à chercher le lien qui avait permis de faire émerger cette fake news. Donc non, il n'y a pas de lien. Il n'y a rien, en fait, dans les produits qu'on utilise au moment de l'anesthésie qui pourrait interagir avec le vaccin. Et donc, même pas le vaccin, parce qu'en fait, encore une fois, c'est les anticorps qui vont être produits par le vaccin. Et non, ça n'a absolument aucun rapport. Donc, pas du tout. Pour les effets secondaires graves, on vient d'en parler. Il faudra regarder le replay du live. La balance bénéfice-risque. Et du coup, il y avait est-ce que, mais pour l'instant c'est flou, je sais, ce sujet, mais est-ce qu'on sait si on devra se faire revacciner plusieurs fois, faire des rappels? Ça dépend. Il y a tellement de facteurs. Ça va dépendre du virus, des variants, à quel point il mute, à quel point il est résistant au vaccin au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et surtout la population qui est vaccinée, la quantité de population vaccinée, parce que si le virus continue de circuler, il va être dans le coin pendant longtemps, donc il faudra sûrement se rebooster un petit coup. Et la durée de protection d'immunité qu'on connaît pas encore. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs et pour l'instant c'est impossible de dire ça. Il y a très certainement un boost qui sera nécessaire quand
On sait pas. Encore une Surtout fois... si les gens continuent pas à se vacciner, il y aura sûrement un boost nécessaire pour les vacciner. Ouais, mais ça, encore une fois, intérêt de la phase 3 pour déterminer ça. La phase 3 sert aussi à ça. Et on attend les données, parce que là, on sait que c'est au moins 6 mois, l'efficacité, mais là, on attend parce que tout le monde me dit c'est que 6 mois. Non, c'est pas que 6 mois, c'est au moins 6 mois. Et là, on attend les données du prochain time point des gens qui étaient en phase 3 pour savoir si c'est toujours efficace après 1 an, etc. Et après, on va continuer comme ça jusqu'à temps que que la protection chute vraiment beaucoup et qu'il soit nécessaire de conseiller une 3e dose. Mais c'est toujours data driven, hein. Enfin, c'est toujours, on se base sur des données, on se base pas sur des opinions ou des... Tout à fait. Maddy de Garay est une jeune fille de 12 ans qui, après s'être fait vacciner, est devenue handicapée. Est-ce que c'est une fake news? Je sais pas si tu l'avais vu circuler. Corrélation n'est pas causalité. Il y a plein de choses qui peuvent... Enfin, moi, je connais pas son dossier médical, je suis pas médecin. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de... Il n'y a pas eu pour l'instant, dans la littérature, il n'y a aucun rapport de troubles de ce genre qui soit lié au vaccin. Donc, corrélation n'est pas causalité. Si, vous ne souhaitez pas nous dire si vous êtes vacciné? On a dit qu'on était vaccinés tous les deux. On vient de dire. Aucun problème. Évidemment. Oui, effectivement, il y a le quid. Moi, par exemple, j'ai le Covid en décembre, donc j'ai dû attendre parce que les recos avaient changé entre 6 et 3 mois. Donc moi, je me suis fait vacciner une dose. Peut-être que je vais devoir en faire une deuxième pour le coup. Mais encore une fois, il n'y a rien d'officiel par rapport au variant Delta. Pour ceux qui ont eu le Covid avant, on ne sait pas. Voilà. Mais voilà. Ok. Bah non, puis il y a d'autres trucs, vous pouvez aller voir mes posts, mes stories. Oui, bien sûr, n'hésitez pas, tout se trouve sur son compte, là pour le coup, je dirais pas que ça se trouve sur le mien, parce que là c'est vraiment toi l'experte sur le truc, donc... Il y a plein de bonnes infos sur ton compte. Hein. Ouais, mais pas pour le coup, pour le sujet de ce live, c'est vraiment sur le tien. Mais t'avais fait une vidéo sur l'histoire des anti-vaccins. Ah oui, alors si vous interrogez, parce qu'il y a beaucoup de personnes, merci quand même, pour pourquoi l'origine des fake news, j'avais essayé d'analyser pourquoi en fait il y avait des personnes qui étaient foncièrement anti-vax contre tous les vaccins dans leur globalité. C'est intéressant parce qu'en fait c'est historique, ça remonte dès la création du vaccin. En fait, les anti-vax sont nés avec le vaccin et ils ont perduré à travers le temps et évolué avec notamment les années 80, avec tout ce qui était utopisme social, etc. Donc ça a un peu changé de forme, mais il y en a depuis la création du vaccin, donc c'est assez intéressant. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça... Et avec les réseaux, c'est pire que ça. Et pour moi, ce qui me désole, je pense que c'est exactement le pourquoi tu fais ce compte-là aussi, c'est qu'en 21e siècle, je te retrouve avec des réflexions où j'ai l'impression qu'on se retrouve à galérer à justifier, comme quand Copernic et Galilée, etc., ils ont avancé leur théorie sur le fait que la Terre était ronde, ce genre de choses. Et j'ai l'impression qu'on a une méfiance envers la science qui est affolante, je trouve, en 21e siècle. Et ça, c'est une petite chose qui moi, par rapport à des soignants qui sont purement anti-vax, je me dis comment tu peux tourner le dos à la science alors que la base de ton métier est basée sur la science. Ça, c'est une vraie question que je me pose et que je trouve dommage au 21e siècle. Quoi. Bah oui, moi c'est pareil. Je comprends pas, mais bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jérém, d'avoir fait ce live. J'espère que ça a aidé les gens qui étaient là et qui regarderont ce live plus tard, éventuellement. Bah, tout à fait. Bah, moi, du coup, je le publierai peut-être plus demain sur YouTube, etc. Mais c'est dans la boîte. Il faudra juste que tu m'envoies l'audio et voilà. Ouais, normalement, j'ai enregistré. Si je vais pas merder, normalement, c'est... Yes. Bon, bah, nickel. On va regarder ça. Bon, bah, merci à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée à vous tous. Salut. Salut.